Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Donc bonjour Amidou! Bonjour Tania! J'ai envie de présenter votre parcours que je trouve fabuleux. En fait, moi, je vous connais depuis plusieurs années. Je pense qu'on voit dans beaucoup de reportages quand on parle d'alimentation, puis du rapport à l'alimentation et à l'immigration. Donc, on va parler un peu plus tard de ce que vous faites. Mais avant tout, je veux surtout présenter votre parcours migratoire. Et j'aimerais que vous racontez à nos auditoires quel a été ce parcours-là, puis qu'est-ce qui vous a le plus marqué à votre arrivée au Québec? D'abord, merci beaucoup de me recevoir. C'est super sympa de pouvoir parler de tous ces projets qu'on a fait depuis qu'on est ici. Le parcours migratoire au Québec, pour moi, ça commence en fait de là d'où je viens au Niger. Ça, je rencontre une Québécoise qui est là-bas, et puis on finit par sortir ensemble et puis commencer à fonder une famille puis commencer à vivre au Niger pour finalement décider à un moment de venir découvrir son pays et puis celui de mes enfants. Donc c'est ça, c'est comme ça que le projet d'immigration se met en place. On arrive ici. La chose la plus marquante, si c'est vraiment chronologiquement là, moi j'arrive ici un 13 décembre. Et puis, il fait froid, c'est l'hiver, là, et puis, ça donne que cette nuit-là, il y avait eu une pluie verglaçante, et quand moi je sors, en plus, tous les arbres qui sont comme en verre, c'est irrationnel pour moi, c'est comme une autre planète, là, donc, si c'est l'élément le plus marquant, c'est vraiment celui-là qui était, pour moi, le plus marquant. Le froid. J'ai compris après que, les pluies verglaçantes, c'était pas à chaque neige ou à chaque mais vraiment, ces arbres en verre et puis, tout cet endroit couvert un peu de cette fine couche de glace là, alors que d'habitude dans le frigo là, ou dans le frigidaire, dans le congélateur, que moi je voyais de la glace. C'est juste à titre comparatif, là, c'est quoi le plus froid que vous aviez vécu au Niger avant d'arriver au Québec? Au Niger, quand tu fais 8-9 degrés, on parle de l'hiver, les gens sortent les manteaux et tout. C'est sûr, dans le désert, la nuit, ça gèle, fait que la température à zéro. J'avais étudié aussi au Maroc quelques années auparavant, et puis au Maroc aussi, t'as des températures qui peuvent aller, tu sais, tutoyer les 0, -1, tu sais, là, mais pas du moins 15. Pas du moins 15, tu sais. Puis évidemment, tu sais, c'est drôle parce que ma mère aussi est arrivée au Québec il y a 60 ans dans une tempête de neige, tu sais. Puis je pense que la météo, ça frappe beaucoup les gens qui viennent en fait de pays où, tu sais, zéro, c'est comme l'enfer. Quand on arrive sous le zéro, c'est pire, hein? Puis qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous manquait le plus? Hein, évidemment, peut-être la chaleur, mais j'ai lu dans votre parcours aussi que, tu sais, tout ce qui est le plan alimentaire. Hein, donc, ça a été quoi vos premiers chocs reliés à l'alimentation? C'était pas des chocs en termes de... J'avais déjà quand même ma blonde qui venait de là, et puis j'avais quand même beaucoup d'amis québécois, donc je savais à peu près qu'est-ce qui se mangeait. Et puis au Niger aussi, dans les restaurants ou dans les endroits où on fait la cuisine occidentale, on en trouvait. Mais ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est l'absence au contraire, des aliments, des légumes africains, en fait, des choses que nous
tu sais, dans tout le mélange qu'on a, on pouvait manger des frites de lundi, là, mais il fallait quand même que tout le là, tu manges ton mafé, bien que tu manges ta sauce gombo. C'était incontournable dans les rues, dans les restaurants, dans les petits restaurants dans les rues. C'est ça qui était vendu au quotidien. Donc, c'est des goûts et puis des saveurs, et puis des odeurs qui sont comme dans ton quotidien. Et puis là, il y a plus ça. Oui, ça quand même, c'était quand même difficile. Et en plus, quand tu as des enfants, surtout en bas âge, et puis qui grandissent, et puis que ben, tu leur montres toute ta culture, surtout quand tu n'es pas chez toi, tu leur montres ta culture, un peu ta langue, un peu Ben oui. ça. Et puis là, il manque ça là, quand même. Là. Donc, c'est ça. Tu sais, c'est fou parce que l'alimentation, c'est pas juste justement les saveurs, mais vous avez parlé aussi des odeurs, hein, tu sais, se promener dans les rues puis sentir des épices, des saveurs, en fait, là, dans l'air qu'on reconnaît, qu'on n'a plus. Hein. Donc, tu sais, tout l'aspect sensoriel aussi de l'immigration, tu sais, ça fait des manques, hein, donc les odeurs, les goûts, tout ça. Puis, quand est-ce que, tu sais, puis c'est drôle parce que mon conjoint, moi, est latino-américain, puis tu sais, c'est un peu la même chose, hein, quand il cherche des fruits ou des légumes d'Amérique latine, ben souvent ils trouvent certains fruits mais en purée ou congelés en fait, tu sais, ou des choses un peu déshydratées, mais rien de frais. Ou si on les trouve, ça coûte une fortune faire venir un corosol, tu sais, par exemple, tu sais. Mais tu sais, puis évidemment les choses changent, hein, il y a de plus en plus de produits de partout dans le monde dans les épiceries, mais quand même, tu sais, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille de dire OK, tu sais, puis en plus vous aviez un parcours dans le génie, là, donc vous aviez vraiment dans la comptabilité, vous étiez vraiment dans un autre domaine en comptabilité. Et là, vous arrivez, vous avez votre père, en fait, qui a fait de l'agriculture dans sa vie, mais comment ça s'est né l'idée pour vous de cultiver des légumes africains au Québec? Puis comment vous vous êtes dit, surtout avec le parallèle avec la pluie verglaçante, comment vous avez pensé que c'était possible, en fait? Ben, c'est la combinaison, en fait, de beaucoup de choses. C'est très drôle parce que vous parlez de mon père. Mon père a fait une carrière d'ingénieur en aviation civile, alors que son projet au départ, c'est d'aller en agronomie. Et puis, en fait, parce que son ami avec lequel ils avaient ce projet-là, malheureusement, c'est éteint pendant qu'ils étaient jeunes, et ça l'a envoyé vers ingénieur d'aviation civile. Et puis toute sa vie, il avait toujours voulu revenir vers l'agriculture, ce qu'il a fait vers la fin dans ces dernières années. Mais c'est la même chose un peu. Donc moi, j'avais grandi avec ça, cette agriculture, toutes les semaines, en tout cas toutes les fins de semaine. Mon père me lève et puis nous prendre moi et mes soeurs et puis nous envoie au champ, soit pour aller juste pour marcher des fois pour récolter des choses, des fois pour parce que lui il allait voir son champ une fois par semaine. Et on a toujours eu ces gestes-là, même quand tu n'y allais pas là, tu avec le gars du champ qui arrivait en passant et puis qui amenait des mangues et puis qui amenait des choses qui venaient de là. Donc l'agriculture était déjà quand même quelque chose qui m'intéressait. Puis quand il n'y a pas eu, j'ai pas eu la reconnaissance de mes diplômes au niveau de l'immigration, ben à ce moment-là, la question c'était est-ce que tu continues à te battre à essayer d'avoir une équivalence qui va peut-être pas te donner même à 100% de 7 ans de ta vie en études, ou bien choisir autre chose. Et puis cette envie d'aller plus loin dans ce qu'était l'agriculture là était et ce qui m'allumait le plus. Et puis, ben, en rapport avec la pluie verglaçante, pour le savoir, je préfère aller dans une école où les gens savaient ce qu'ils disaient plutôt que de me faire dire par tout le monde autour de moi, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Je voulais vraiment apprendre. Et donc, c'est pour ça que je suis allé enseigner, étudier à l'UTA à Saint-Hyacinthe. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que le projet d'entreprise finit par naître? C'est juste parce que dès le premier jour, on te demande qu'est-ce que tu veux faire, puis tu parles de ça, la blague, je me souviens, vraiment dans les cours de marketing, j'avais mon truc alimentaire d'ici, produit d'ailleurs, et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'était un peu comme, pas un projet très clair d'entreprise. C'était d'abord, moi, je veux faire pousser des légumes, je vais pouvoir en avoir pour moi, éventuellement, pour les gens qui sont autour de moi. Mais au fur et à mesure qu'on faisait des essais et puis qu'on les présentait, il y avait vraiment tout le monde disait, ah, ben là, c'est une très bonne idée, mais nous, on en cherche. Je suis comme, oh, OK. Ben oui, puis tu sais, la communauté africaine, tu sais, elle est de plus en plus nombreuse au Québec, tu sais, que ce soit l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, tu sais, tout ça. Vous êtes pas, vous dites, vous, ma famille, mes proches, mais dans le fond, votre
famille, elle est très grande au Québec, donc des gens de partout. Puis, tu sais, moi, j'enseigne en Abitibi-Témiscamingue aussi, puis on a une grande communauté de professeurs ou d'étudiants africains. Tu sais, fait que les gens cherchent en fait ces saveurs-là. Tu sais, fait que je pense que c'est des besoins de plus en plus grands. Puis quand vous regardez les légumes africains, est-ce que vous pensez aussi avoir comme une expansion en fait du côté de plein de types de cultures qu'on a ailleurs dans le monde, tu sais, par exemple des fruits et des légumes asiatiques, des fruits et des légumes de l'Amérique latine, où vous dites, ben tu sais, moi mon mandat ou ma mission, c'est vraiment de ramener les goûts de l'Afrique chez nous, au Québec? Non, mais justement, en passant par l'école d'horticulture, c'est une formation de 3 ans et c'est très drôle parce que la majorité, ils nous avait dit ça les premiers mois, puis on n'y croyait pas là, mais la majorité des gens sont arrivés avec une idée et sont tombés passionnés pour l'horticulture et puis donc sont retrouvés dans complètement autre chose. Et moi, c'est la même chose à Paris. Moi, j'adore faire pousser des plantes et puis je découvre qu'il y en a une qu'on n'arrive pas à faire pousser et puis qui est comestible et puis qu'il y a des gens qui cherchent. Moi, je me donne pas une barrière de l'Afrique ou bien d'Asie ou d'ailleurs. C'est le plus drôle. En plus, c'est qu'en fait, les légumes les plus anciens sont des légumes qui ont tellement voyagé au travers des siècles que sont-ils vraiment originaires du pays où aujourd'hui les gens c'est intéressant ça. L'okra est originaire de l'Inde. Ils sont comme vous, ils se sont réenracinés ailleurs. Exactement ça, c'est les gens qui transportent les légumes et puis je dis ça de plus en plus là, comment décider que un légume appartient juste à tel continent quand il y a des endroits où ça fait 4, 5, 6 générations qu'ils le consomment et puis que ça fait partie de leur culture. Donc moi je fais pousser tout ce que je trouve intéressant. Ça c'est quand même le point commun tout ce qu'on j'ai dans ma serre et puis que j'ai dans mon champ là. C'est vraiment des légumes qui m'intéressent que je trouve pas forcément que je trouve bon mais donc je trouve que la culture il y a une beauté de la fleur. J'ai découvert qu'il y a beaucoup de légumes des plantes comestibles tropicales qui sont, il y a des variétés qui sont utilisées ici, mais pour des raisons ornementales. Tu as la patate douce, toutes les grandes jardinières que tu vois de cascades de feuilles qui tombent, ce sont des hippomées. Donc, oui, j'en ai dans mes jardinières des patates douces. Donc, c'est magnifique. Beaucoup de taro, qui est la superbe alocasia que tout le monde veut, ben, la racine est comestible. Donc, non, je m'intéresse vraiment à toutes sortes de légumes exotiques, rares, difficiles à faire pousser. Ça, j'aime bien aussi, les gens essayer de... Le défi, vous aimez les défis aussi, là. Faire pousser des choses dans des conditions un peu complexes au Québec. Au Québec. Puis, tu sais, vous avez raconté un petit peu, je reviens sur votre parcours parce que, tu sais, vous étiez vraiment dans un autre domaine. Vous tombez, vous aviez déjà là des graines de passion pour l'agriculture là qui poussaient en vous. Mais je pense aussi que vous démontrez en fait beaucoup de résilience, hein, parce qu'il y a tellement de gens moi je travaille en migration depuis 20 ans, tu sais, qui disent ben je faisais ça, je ne peux plus faire ça, puis finalement vont survivre entre guillemets en faisant des emplois qu'ils aiment pas, tout ça. Mais vous avez vraiment réussi à faire de cet échec-là une opportunité incroyable. Oui, ça c'est, je pense clairement, c'est du parcours avant d'arriver ici parce que ça, le parcours commence il y a très longtemps et nous on a quand même été, je parle pour moi et pour les gens de ma génération au Niger et ou d'Afrique un peu dans les années où c'était les années blanches, le multipartisme, il y avait vraiment beaucoup de troubles et puis donc on s'est retrouvé vraiment à tout le temps. Moi, j'ai quitté pour aller faire ma terminale, par exemple, au Bénin, parce que une deuxième année blanche qui pointait son nez, et puis que ça veut dire que j'allais faire 2 ans sans avancer de classe. Or, dans un pays qui a pas beaucoup d'argent, au bout de la deuxième année, c'est long là. On va donner la chance au suivant parce que et donc moi il y a beaucoup de gens de ma génération qui sont retrouvés à faire complètement autre chose que ceux qui il y en a qui ont quitté l'école, qui sont devenus soit des sportifs, soit des commerçants, soit tu sais là, mais donc c'était quelque chose qui était tout le temps là que il y a rien qui est acquis. Et puis si une porte se ferme, regarde voir qu'est-ce que tu es capable de faire. Hier soir, je parlais avec ma fille qui me disait, je lui ai dit, je sais pas ce qu'elle faisait, je lui ai dit,
Euh, il faut savoir faire contre mauvaise fortune, bon cœur. J'aimerais pas, Mhm. papa, tu m'as répété ça toute ma vie. Je l'ai entendu cette phrase-là. C'est très drôle parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas dit, mais hier, je lui ai dit ça, et puis il me dit, ouais, tu sais, tu m'as dit ça souvent quand j'étais petite. Mais c'est un peu ça, savoir faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Et puis, Ah ouais. c'est dire ce qu'il y a de bon dans ce qui reste quand le reste n'existe plus. Ouais, vous incarnez bien le mantra et l'expression, en tout cas, hein. J'imagine qu'on vous l'a répété vous aussi pour la mettre C'est ça, c'est en exactement pratique comme ça. ça. Puis, racontez-moi, c'est quoi les légumes ou les saveurs que vous êtes le plus fiers d'avoir réussi à faire pousser ici? Tu sais, qu'est-ce qui a été vraiment un défi? Qui est complexe? Là, vous n'avez pas peur des défis? Est-ce qu'il y a des choses que vous dites, hey, j'ai réussi ça, puis ça, c'était vraiment un exploit de faire pousser tu sais, cette fleur, ce légume? Ou encore quelque chose que vous dites, ben, c'est encore un défi, mais je le réaliserai un jour. Ben, ouais, je veux dire, il y en a beaucoup. Euh, ben, c'est pas forcément un exploit. À partir du moment où tu étudies en botanique, tu sais qu'est-ce qui est éventuellement possible, même si ben, les conditions qu'il faut pouvoir mettre en place pour que ça se réalise, c'est plus ça le défi. Euh, mais s'il y en a une qui me viendra en tête, ce serait, tu vois, le quinqueliba. Il y a une plante qu'on a ici qui est le quinqueliba, donc on appelle la tisane de longue vie. C'est une plante qui est utilisée qu'on trouve dans beaucoup de magasins ici, les feuilles séchées. Euh, OK? on appelle ça aussi la citronnelle africaine parce que ça a vraiment un goût de citronnelle, de citron. Je faisais ça sentir lors d'un atelier que je donnais la semaine dernière dans un jardin du monde, et puis les gens qui savaient pas c'était quoi, on dit, ah ouais, ça sent le citron, ça sent, Ouais. donc, ben, le citronnelle, celle-là, le quinqueliba, c'était vraiment, ben, juste, je les trouvais pas. Et il y a un très gros problème dans l'ethnobotanie, c'est que le quinqueliba, entre le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Niger, il y en a un qu'on appelle le vrai quinqueliba, puis les autres l'appellent le faux quinqueliba. Évidemment, à l'inverse, dans le pays où ça pousse, ils considèrent que c'est le leur qui est le vrai et celui des autres qui est le faux. Mais j'avais jamais retrouvé le quinqueliba dont je connaissais l'odeur. Au marché, j'en trouvais quand j'étais petit, les feuilles séchées, mais j'avais jamais vu la vraie plante. Et puis celui que j'avais trouvé Mm. ici, la feuille goûtait pas ce que je voulais que ça goûte. Et puis c'était faux par rapport à chez nous parce que celui-là, c'est la graine qu'il faut torréfier pour pouvoir faire cette tisane-là, alors que moi, celui que je cherchais, c'était la feuille. Puis ben, à un moment, quand je suis reparti au Niger, en plein milieu, j'avais déjà mon entreprise et puis on allait avec les enfants au Niger visiter la famille. Et puis j'ai retrouvé le quinqueliba sur le puits dans le champ de mon père, parce qu'il était, il avait tout Wow. était là. Et puis là, j'ai retrouvé, puis donc c'est là que j'ai réussi à trouver un explant de ça. Et puis avec ça, j'ai pu le propager. Puis là, aujourd'hui, j'ai du quinqueliba. Bref, bref, c'est certain. Euh, mais j'en ai encore jamais vu d'autres endroits où j'ai pu trouver celui-là. Je sais pas si je suis le seul, mais Peut-être. j'ai pas encore vu d'autres. Et ce qui est cool, c'est que au fur et à mesure que je reçois, ben moi-même, je fais des recherches, mais que je reçois des étudiants en botanique ou en ethnobotanique, ce genre de choses-là, comme ils font tous, chacun fait des recherches sur les plantes pour pouvoir donner une autre vision, ou en tout cas agrandir notre banque de données ou d'informations sur ces plantes-là, fait que les gens étudient ce quinqueliba et puis de plus en plus, j'ai des informations là-dessus. Puis déjà, je sais qu'il fait partie de la famille de l'Antana Camara, qui est une plante beaucoup plus connue. Euh, OK? euh, donc, ça avance mes connaissances sur le quinqueliba avant. Fait que vous êtes, ben, félicitations d'avoir réussi, hein, parce que c'est toute une aventure de l'avoir trouvé. D'avoir Ben, trouvé. mais c'est aussi une combinaison de tu cherches et de chance et de hasard. Ben, c'est tout ça là. Le chemin là, il y a une partie qui est à ta volonté. Puis après, sur ton chemin, il y a plein de choses, de gens, de choses qui font que hop, tu le trouves. Moi, je ne cherchais plus là où je ne cherchais pas. Je me suis toujours trouvé, je vais le trouver. Tu sais. Il était juste à côté, finalement, à côté du Vraiment là, puits de votre père. depuis le début, il était là. Il était là. Il vous attendait. Puis, tu sais, selon vous, pourquoi la nourriture, justement, est si importante quand on vit une expérience migratoire? Ben,
pour déjà un peu toutes les raisons que j'ai dit avant, le goût, l'odeur, la saveur, le souvenir qui est lié avec ça, la transmission complète de ta culture, éventuellement si tu as des enfants ou des proches, des voisins que tu vas inviter chez toi, et puis ben quand tu vas chez un Marocain ici, s'il te fait un thé marocain, l'odeur, toute l'expérience est Sensoriel, tu sais, puis pleine. la nostalgie aussi, peut-être. Hein? Oui, c'est ça, c'est un tout. C'est la langue, c'est la musique, mais c'est aussi, c'est ça, c'est le goût et c'est l'odeur. Et puis ça, ça sont les plantes et les légumes. Donc, c'est primordial. Ça fait partie de toi. Tu t'en Oui, rends compte, mais quand oui. tu l'as pas, ben, Il manque hein, quelque quelque chose, là. chose, tu sens que il y a comme un sens qui est comme qui fonctionne pas comme il faut. Ben oui, oui, parce que c'est ça, les odeurs qu'on recherche qui nous réconfortent ou les goûts qui nous réconfortent, ben, sont plus là. Mais en fait, ils sont là parce que vous les recréez maintenant. Mais Ouais. justement, tu sais, comment vos produits sont accueillis justement dans les communautés que vous rencontrez au Québec? Ah, ben c'est toujours quand c'est le bon légume que la personne elle cherche et puis que c'est pas possible que pour elle c'était peut-être pas possible là, c'est toujours le ce plaisir, cette joie là que tu peux vraiment tu dis dans ses yeux et puis très rapidement là il commence à te raconter l'histoire, tu vois quand moi j'étais petit on allait récolter ça à tel endroit, tu sens que il y a un moment dans le temps qui se passe entre toi et la personne, là, tu es sur une table dans un marché en plein milieu en plein milieu du plateau, là, mais la personne, pendant un instant, elle te raconte son histoire, elle te raconte une partie de son histoire, puis je sais pas si tu avais rencontré à l'arrêt de bus, peut-être que tu n'avais pas commencé à t'expliquer que, ben, cette courge-là, c'est la courge quand Dessalines a arraché, tu sais, j'ai rencontré une dame haïtienne parce que je fais des courges du roman, là, qui m'a raconté toute l'histoire qui fait que la courge du mou elle, celle qui fait la soupe de l'indépendance le 1er janvier. Ben oui, ben oui. On était là autour de notre table et puis on écoutait l'histoire. La dame elle était super bonne. Et puis, quand l'histoire a fini, moi et puis ma stagiaire, on s'est mis à l'applaudir, là, mais c'est ça. C'est ce moment-là. Tu peux Ça pas crée des liens instantanés, en c'est fait. ça, automatique. Ça vous relie aux gens, là. Tu peux pas le scripter, ça vient, ça sort, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ah ouais. Puis tu sais, vous avez aussi, en fait, tu sais, j'imagine que pour vous, tout ça, tu sais, vous avez une reconnaissance automatique de votre travail, en fait, Ouais. de façon beaucoup plus concrète que vous l'auriez probablement eu si vous étiez resté dans votre domaine précédent. Bon, c'est la plus grande satisfaction. Ah, pour être honnête, on passe beaucoup de temps au champ, à la culture, à la serre. On a beaucoup de moments où on est pas exemple parce que, tu sais, les légumes sont partis à partir de transplant la plupart du temps en février, en mars, et les premières ventes événements sont au mois de mai. Donc, on passe beaucoup de temps tout seul avec nos plantes. Mm-hmm. Tombe bien parce que c'est ce que j'aime le plus. Mais, ou de, je le vois surtout avec en fait mes jeunes stagiaires ou mes jeunes employés qui travaillent avec moi dans le champ la première année puis bon, on désherbe et puis on en plante et puis on fait du compost et puis là à un moment ils arrivent au marché et puis les gens commencent à vouloir acheter le truc et puis leur parlent putain mais c'est génial mais c'est produit ici et puis oui madame moi je l'ai cueilli moi-même ce matin quand je vois ça c'est exactement ça c'est ça la récompense parce que faut aimer ce qu'on fait. Moi, j'ai choisi ce domaine-là parce que je suis heureux. Tu sais, j'ai nulle part ailleurs, là. Mais des petits moments comme ça, là, c'est comme, hey, c'est cool ce qu'on fait. Tu sais, là, on rend service aux gens plus qu'on on l'imaginerait. Là, faut vraiment voir la réaction des gens pour comprendre ça. Oui, tout à fait. Ben, moi, je vous écoute, puis je trouve ça très beau. Très beau. Je trouve ça très beau. Puis, est-ce que comment les gens d'ici réagissent à vos légumes? Comment vous faites découvrir les légumes africains aux gens qui ne viennent pas d'Afrique? C'est quoi la réception Ben, des les gens? gens d'ici, déjà en partant, ils sont très ouverts et puis très accueillants, là. Je veux dire, ça c'est clair, là, tiens, c'est le moment pour le dire, là, c'est là qu'il faut le dire, là, vraiment au Québec. Les gens disent, on dira bien ce qu'on voudra, mais les gens sont ouverts, sont accueillants, sont tolérants, sont curieux de savoir c'est quoi ta culture, c'est quoi ce légume. Les gens voyagent beaucoup aussi, fait que j'ai vraiment des gens qui viennent
pour chercher, on a par exemple, c'est de la menthe mojito, bien la babuena pour faire leur recette ou leur cocktail ou leur plat avec le légume qui est dans la recette originale. Donc les gens sont très curieux de ça. On a eu la chance au travers de notre parcours d'avoir été invité sur un certain nombre d'émissions culinaires sur Internet et tout ça, où il y avait des chefs ou des nutritionnistes qui avaient fait des recettes en mélangeant ces légumes-là. Tu sais, l'okra, l'aubergine africaine, vraiment une recette avec la ratatouille là, qui a vraiment... quand on la conseille aux gens qui sont pas d'origine africaine, ils disent ah ben c'est une bonne idée, ça je sais faire, et puis je vais aller l'essayer. Et puis la plupart du temps, les gens ils reviennent très souvent parce que les marchés fermiers, c'est une clientèle locale qui pendant l'été chaque semaine ils viennent faire leur marché là, donc les gens ils reviennent, fait qu'ils ont le temps de tester la recette et puis de revenir dire ah ça je l'ai essayé, c'était super bon. J'ai aimé ça, je le refais, je le recuisine. Là. Faire ça moins, mais faites-moi essayer autre chose. Tu sais. Donc oui, ça se passe vraiment, vraiment bien. On a travaillé aussi avec des chefs pour avoir des recettes. Sur notre marché ou nos stands, on a des petites recettes qui sont liées aux légumes principaux qu'on vend. Et une fois de plus, avec la chance d'avoir des étudiants, des stagiaires, des employés, des jeunes employés grâce à Emploi Été Canada, on a chaque année des gens qui s'intéressent à ça, comme je dis, qui font leur propre recherche, qui ont leur propre background et puis donc qui apportent à chaque fois une autre vision, une autre manière de raconter, parce que je leur dis tout le temps quand ils viennent d'arriver là, c'est la meilleure manière dont éventuellement la personne va prendre ton produit. L'objectif n'est pas de vendre ou d'acheter. La meilleure manière dont la personne va prendre ton produit, c'est que toi, tu as un que tu aimes et puis que tu as essayé des choses et puis tu lui racontes ça. Parce que c'est ça qu'on fait. Là. On fait pousser des plantes et des légumes pour permettre aux gens de se nourrir et puis d'avoir cette expérience-là. Si ça c'est fait, t'as même pas parlé de vente ou d'achat. La personne vient pour cette expérience-là, vient pour essayer cette chose-là et puis c'est comme ça qu'il faut. Pour l'expérience puis pour vous aussi. Ben aussi là, mais justement, c'est parce qu'on est ce qu'on est en toute sincérité que ben ça va rester la même chose parce qu'on fait pas seulement de autre chose. Oui, tout à fait, tu sais. Mais c'est vraiment génial. Puis en tout cas, moi, j'ai eu la chance là, de vous voir partout. Puis je trouve que vous êtes un excellent ambassadeur, en fait, de communicateur aussi au niveau de l'alimentation, de l'immigration, du succès, de l'agriculture. Tu sais, je pense que les gens veulent de plus en plus, en fait, comprendre ce qu'ils mangent, d'où ça vient, tout ça. Puis je pense que le parcours que vous avez jusqu'à leur assiette est extraordinaire. Puis merci, bravo de tout ce que vous faites. Puis pour terminer, j'aimerais ça vous demander si vous deviez résumer en une seule phrase votre mission au Québec, ce serait quoi? Ben, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la phrase que ce serait vraiment la mission, c'est d'aider les gens à pouvoir apprendre à se nourrir. Toute la partie de cours, j'ai parlé beaucoup des jeunes et moi jeunes qui sont autour de moi. C'est vraiment de permettre aux gens d'apprendre à faire pousser ces légumes-là, parce que j'en s'est vraiment rendu compte que au travers des rencontres et justement des gens qui viennent au marché, il y a beaucoup de gens qui cherchent ces légumes-là. Moi, je me suis rendu compte qu'on n'est pas capable de produire pour tout le monde, mais on est capable de montrer puis d'enseigner à des gens qui, eux, vont aller dans leur quartier, dans leur région. Moi, c'est vraiment ça qui m'anime beaucoup depuis quelques années. Je suis membre du mouvement pour la souveraineté alimentaire. Ah oui. Quoi? Parlez-moi-en donc un peu de ça. Ben, c'est exactement ce que je viens de dire là. L'objectif du mouvement, c'est qu'on est tous afro-descendants, on est tous du milieu de l'alimentation et puis on veut faire arriver cette nourriture-là aux gens qui la cherchent et qui en ont besoin, parce que c'est ça la souveraineté alimentaire. Je suis aussi membre du conseil SAM, du conseil du système alimentaire montréalais, et puis à la dernière rencontre qu'on avait, il y avait la discussion sur c'est quoi les aliments sains et de qualité. Puis dans la définition de sain et de qualité, pour certains, c'était évident que c'était aussi culturellement approprié, en tout cas, d'imaginer ce que
de bon, bien fait, nutritif, mais aussi ce que tu cherches, ce qui est lié avec avec ta culture et tes besoins culturels. Et donc, Mhm. c'est ça, c'est pas, je pense que c'est ça qui résume la mission du MSAQ. Puis donc, ceux qui sont nutritionnistes ou bien qui sont chefs, ils font la transformation. Ceux qui sont distributeurs, ils permettent cet accès-là. Nous, en agriculteurs, fait que nous, ça arrange pour que on puisse produire ces légumes-là de qualité dans les meilleures conditions, respectueuses de l'environnement biologique. Puis c'est un mélange Mhm. de personnes-là qui vont permettre à n'importe quel afro-descendant ou qui soit au Québec là, de pouvoir avoir un endroit où il peut se procurer des légumes qui sont produits ici, des légumes de chez lui qui sont Ouais, ouais. ou même les produire dans sa cour. Des légumes de chez lui produits dans son nouveau chez lui. Ah, exactement, c'est ça. Ouais. Puis vous avez une mission de transmission aussi. Tu sais, je vous entends, vous êtes beaucoup dans la transmission. Là, c'est important pour vous de léguer ça aux autres autour, puis dans le partage aussi, là, en recevant des stagiaires ou en Ah, travaillant avec des plus jeunes, ah, des gens plus jeunes qui apprennent le métier. Donc, c'est très, vous avez une très belle mission de transmission aussi. Ben, merci beaucoup, Amidou, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été vraiment un plaisir d'en apprendre un peu plus sur vous, puis de pouvoir partager votre parcours qui est pour moi, je le répète, là, un exemple d'enracinement dans tous les sens du terme. merci infiniment de m'avoir donné l'opportunité de parler de tout ça. Ben, merci beaucoup, Amidou.